Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier webinaire du mois de la mobilité durable 2024. En fait, ce webinaire-ci est organisé dans le cadre de la campagne Embarque Montérégie qui est présentée par Hydro-Québec. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Myriam Larouche. Je suis chargée de projet en changement climatique et mobilité durable au Conseil régional d'environnement de la Montérégie. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le CRA Montérégie, c'est quoi? En fait, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de jouer un rôle d'expert et de conseil en environnement et développement soutenable. Donc, on va vraiment venir guider et concerter les acteurs territoriaux. Donc, l'équipe du CRA Montérégie est très variée. On a une équipe mobilité durable et changement climatique, une équipe économie circulaire et une équipe sur les milieux naturels. Donc, pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, le webinaire fait partie du projet Embarque Montérégie, qui est un projet qui vise à faciliter les modes de transport durables, donc le transfert modal de la voiture solo vers des alternatives, que ce soit le transport collectif, le covoiturage ou le transport actif. Donc, le projet va être divisé en trois axes. Donc, on a d'abord une campagne de communication sur la mobilité durable, une plateforme en ligne, puis un réseau de stationnement incitatif au covoiturage. Donc, pour ce qui est de la campagne de communication, en fait, on va organiser des webinaires comme celui d'aujourd'hui afin de présenter que ce soit des projets inspirants ou des outils pour favoriser la mobilité durable. Puis, on a aussi des affiches qui sont disponibles en ligne que vous pouvez télécharger et que vous pouvez utiliser sur vos réseaux pour encourager des alternatives à l'auto solo. Pour ce qui est de la plateforme, en fait, c'est une plateforme qui vise à aider pour trouver des options de transport durables pour ses déplacements. Donc, vous pouvez faire une recherche du point A au point B, un peu comme Google Maps, ou rechercher des options d'autobus, de covoiturage, de pistes cyclables qui sont autour de votre localisation, là, voir ce qui est disponible dans votre coin. Et finalement, on a un dernier axe à Embarque Montérégie qui vise à développer un réseau de stationnements qui sont incitatifs au covoiturage en Montérégie. Donc, on va créer des partenariats avec des villes afin d'identifier des places de stationnement qui sont stratégiques où les gens vont pouvoir stationner leur voiture puis faire le reste du trajet avec une autre personne. Donc, ces places de stationnement-là sont généralement situées près des axes de transport. Ça va être des places qui sont sécuritaires, qui sont publiques et qui sont légales. Donc, c'est vraiment des endroits où les gens peuvent laisser leur voiture puis embarquer avec une autre personne. D'ailleurs, le CRU Montérégie est toujours en recrutement pour agrandir son réseau de stationnement. Donc, vous pouvez nous contacter pour mettre en place un tel projet dans votre région ou ville. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, on a voulu vous présenter un peu différentes façons d'aménager les rues pour les rendre plus conviviales et pour favoriser la mobilité active. Donc, la première intervenante du matin va venir nous parler du projet Local au carré du Centre d'écologie urbaine qui vise à rendre les artères commerciales plus résilientes et plus sobres en carbone. Donc, on a Lisa Leprêtre qui est chargée de projet et de développement au Centre d'écologie urbaine. Donc, Lisa va mettre à contribution son expérience dans la gestion de projets en aménagement et en mobilité, notamment via le projet Local au carré. Puis, elle souhaite promouvoir la conception et le développement de milieux de vie de qualité, attractifs et durables. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Lisa pour nous parler du projet du Centre d'écologie urbaine. Ce thème. Et puis, ben, toutes ces étapes nous ont mené à aller plus loin justement avec notre projet Local au carré, dont plusieurs partenaires se sont alliés aussi à la réflexion. Hop là. Donc, pour vous présenter plus en détail notre projet Local au carré, donc c'est un projet qui est mené au centre depuis 2021, depuis avril 2021, donc un peu plus de 3 ans maintenant, et qui est financé par Action Climat Québec. Et puis, c'est dans le cadre de ce projet que s'inscrit notre publication. Donc, pourquoi Local au carré? Ben, on a voulu souhaiter aller plus loin sur l'hypothèse que l'évolution des pratiques en mobilité et en consommation de la population québécoise peuvent être vraiment deux leviers clés pour réduire les émissions de GES en milieu urbain, puis en rendant justement explicite ce lien qui peut exister entre déplacement actif et achat de proximité dans la lutte au changement climatique. Et puis surtout, mettre de l'avant que la rue commerciale transformée en rue conviviale ben, peut justement donner cette impulsion. Donc l'aménagement d'une rue conviviale sur une artère commerciale va avoir de multiples effets, que ce soit sur le commerce, les habitudes de déplacement et de consommation. Et puis cela va entraîner un cercle vertueux qui va profiter à différentes sphères, que ce soit économique, sociale, environnementale ou encore de la santé. Donc ces 3 dernières années, avec le projet Local au carré, on a travaillé sur 3 grands volets qui sont l'accompagnement de municipalités,
le développement d'une méthodologie de calcul GES et puis une campagne de communication. Donc, pour notre premier volet, on a accompagné les municipalités de Sainte-Thérèse et Saint-Constant. Donc, on a fait le choix de travailler avec des municipalités hors de l'île de Montréal pour démontrer justement l'intérêt d'aménager des environnements conviviaux hors des quartiers centraux. Et les municipalités de Sainte-Thérèse et Saint-Constant sont toutes les deux des milieux en transformation avec un centre-ville et puis une portion commerciale qui fait l'objet d'un PPU et puis qui sont identifiées comme des zones TOD. Et pourtant, c'est vraiment deux contextes assez distincts. On a à Sainte-Thérèse la rue Turgeon qui offre un cadre bâti de type villageois. Et puis la ville a récemment aussi réalisé la transformation partielle de sa rue pour la rendre plus conviviale. Et puis à Saint-Constant, ben, on a la rue Saint-Pierre avec un cadre bâti qui est plus centré sur l'auto, avec une concentration de commerces, d'institutions, puis un lien de transport en commun avec le train de banlieue, puis autour du quartier de la gare. Donc, dans ces municipalités, on a réalisé des observations de terrain, des sondages auprès de la population pour comprendre les habitudes de déplacement et de consommation. Puis, on a réalisé des diagnostics de l'offre commerciale et de la convivialité de la rue. Notre deuxième volet, ben, ces deux municipalités, elles ont aussi été le terrain d'étude pour rendre compte justement de l'impact environnemental des transformations de rue. Donc, d'une part, en ce qui concerne les aménagements en eux-mêmes, et puis d'autre part, par le transfert modal potentiel et les économies GES qui pourraient y être associées. Donc, je vais vous proposer plus tard dans ma présentation je vais vous présenter la méthodologie GS qu'on a développée. Et puis finalement, ben, un troisième volet plus axé sur la sensibilisation avec le développement d'une campagne Va faire tes courses autrement qui vise à sensibiliser les citoyens, les commerçants justement à l'importance de pratiques de mobilité et puis de consommation qui seraient moins gourmandes en GES. Donc une campagne positive d'appel à l'action axée sur le changement de comportement. Donc cette campagne, elle a été diffusée à l'automne 2023 puis au printemps 2024. Elle a été diffusée sur plusieurs plateformes puis on a eu près de 2 millions d'impressions. Donc tout ce travail nous a amené à réaliser et à aboutir à cette publication donc pour des artères commerciales plus résilientes et sobres en carbone. Donc c'est une publication qui est destinée aux municipalités, aux regroupements de commerce, aux organismes en environnement et en mobilité. Puis elle met l'accent sur l'intérêt de transformer nos artères commerciales en rues conviviales pour soutenir la transition écologique au Québec, puis en permettant l'adoption de pratiques durables de consommation et de mobilité. Donc, elle rend à la fois compte des apprentissages réalisés dans le cadre de notre projet, avec issus des démarches terrain menées à Sainte-Thérèse et Saint-Constant, puis des échanges aussi sur la pratique avec des spécialistes qui œuvrent dans les milieux de l'aménagement et de la mobilité, notamment des échanges qu'on a pu avoir lors de notre événement qu'on a tenu au mois de mai dernier, et puis d'apport du milieu de la recherche et des exemples aussi de cas concrets. Donc, elle se décline en trois sections. Elle va aborder d'abord les bénéfices des infrastructures résilientes et puis leur contribution dans la lutte au changement climatique, puis la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui seraient induits par un transfert modal et les défis aussi de l'accompagnement au changement de comportement. Donc, l'objectif, c'est avant tout de faire évoluer la réflexion de comment accélérer la transition écologique et puis que les rues, justement aménagées de manière conviviale, peuvent contribuer à diminuer les GES par un transfert modal. Donc, pour commencer, donc une rue commerciale qui est aménagée de façon conviviale ben, se traduit par des bénéfices environnementaux grâce aux mesures de verdissement et aux infrastructures qui vont y être déployées. Donc, on peut prendre par exemple euh, l'exemple des saillies de trottoirs végétalisés, des saillies drainantes, la plantation d'arbres ou d'autres végétaux, aussi la diminution des surfaces perméables. Toutes tout cela va participer à la séquestration carbone, à une meilleure qualité de l'air, à une meilleure gestion des eaux de pluie, puis à une diminution des îlots de chaleur. On a pris dans notre publication quelques exemples inspirants, notamment ben, le projet de réaménagement de la rue Sainte-Maurice à Trois-Rivières avec cette volonté de créer un milieu de vie plus sain, plus sécuritaire. Puis le projet a été enrichi aussi avec une démarche participative et des consultations publiques auprès de la population du secteur. Donc on y retrouve des saillies de trottoirs végétalisés, un élargissement des trottoirs, de la plantation d'arbres
etc. Et puis un autre projet inspirant qui est le projet de réaménagement de la rue du Vernet à Belleuil, avec l'intégration d'objectifs environnementaux en vue de renforcer la résilience de la municipalité par rapport au changement climatique. Donc ça s'est traduit par exemple, la mise en place de réseaux d'égouts séparés, de la lutte contre les îlots de chaleur aussi, avec la plantation de plus de 200 arbres qui a permis d'augmenter le couvert de canopée. Et puis la revitalisation de l'artère en créant des espaces extérieurs pour les commerces et puis en améliorant la qualité et la sécurité de la rue. Mais au-delà des bénéfices environnementaux de ces aménagements, ben, il y a des co-bénéfices, santé et lutte au changement climatique qui peuvent aussi être mis en lumière. Les choix d'aménagement comportent aussi d'autres nombreux avantages, et puis que ça soit à la fois environnementaux, mais aussi sanitaires, qu'il est peut-être plus difficile de quantifier, mais on parle d'amélioration de la qualité de l'air, la préservation de la biodiversité ou encore la santé physique et mentale des populations peuvent en être quelques-uns. Parce qu'il faut savoir que les environnements socio-économiques et physiques qui influencent les conditions de vie et habitudes de vie de la population contribuent à hauteur de 60% de l'état de santé des populations. Et à ce titre, l'EIS, qui est l'évaluation d'impact sur la santé, peut être un bon outil qui permet d'évaluer justement les impacts positifs ou négatifs de ces choix d'aménagement, puis d'un projet, et va proposer des recommandations pour en diminuer les risques et augmenter les retombées sur la santé et la qualité de vie. Donc, dans notre publication, on met de l'avant la ville de Boisbriand qui, dans le cadre de son plan stratégique d'urbanisme du chemin de la Grande Côte, a bénéficié d'une EIS. Et puis, toutes les municipalités peuvent se rapprocher aussi des directions de santé publique qui mènent ce genre de démarche. Donc, après avoir abordé ben, les interventions d'aménagement résilient, on a voulu mettre de l'avant le potentiel de transfert modal des aménagements conviviaux. Donc, pour mettre de l'avant les économies GES qui seraient induites par le transfert modal. Et puis, dans le cadre de notre projet Local au carré, on a, à travers une modélisation, développé des scénarios de transfert modal potentiels et puis leur émission de GES économisée par un changement d'habitude de déplacement et de consommation des ménages qui serait justement induit par le réaménagement d'une artère commerciale. Donc, pour évaluer le potentiel de réduction des GES qui serait associé au transfert modal par l'aménagement de rues conviviales, eh ben, je vous emmène à Sainte-Thérèse, donc sur l'artère commerciale transformée de la rue Turgeon. Donc, c'est une rue typique avec des commerces variés, des lieux culturels, des restaurants. Puis, à partir de la destination de la rue Turgeon, on a défini 3 zones d'accessibilité sur la base de la caractérisation du territoire et puis pour refléter aussi les aires de diffusion. Donc ces 3 zones, elles sont situées à une distance raisonnable pour atteindre la rue Turgeon à pied ou à vélo. Donc on a au centre de cette carte un petit point blanc qui représente le point central de la rue Turgeon, puis nos 3 zones. Donc notre première zone en bleu un peu plus foncé turquoise qui est à 600 mètres de la rue. Donc dans un rayon de 600 mètres, notre seconde zone entre 600 mètres et 1200 mètres, donc en bleu plus pâle, et puis notre troisième zone d'accessibilité qui est à plus de 1200 mètres, entre 1200 mètres et 5000 mètres. Et puis, ben, sur la base de ces 3 zones qui sont situées à une distance raisonnable pour atteindre la rue à pied ou à vélo, ben, on a pris en compte aussi le nombre de ménages qui est compris dans ces zones et qui utilisent l'auto pour leur déplacement habituel. Et on a développé des scénarios ben, plus ou moins optimistes de transfert modal. Et puis pour évaluer le nombre moyen de déplacements sur la rue, puis ancrer plus dans le contexte du milieu de vie, ben, on est allé mener aussi des sondages sur le terrain auprès de la population. Puis on a pu révéler qu'annuellement, les ménages à Saint-Thérèse se déplacent plus ou moins 80 fois sur la rue Turgeon, ce qui a pu nous déterminer qu'ils s'y déplaçaient 1,5 fois semaine, donc plus ou moins 1 à 2 fois par semaine. Et puis, ben, sur la base de tout ça, on s'est posé la question de savoir ben, si ces scénarios se réalisent, ben, quelle serait justement la part des émissions de GES qui pourraient être évitées. Puis c'est la question qui nous a animés. Donc, si on prend l'exemple d'un de nos 3 scénarios qu'on pourrait un peu qualifier
réaliste, optimiste. Là, vous avez à l'écran notre tableau de calcul, mais je vais prendre l'exemple pendant un an, l'exemple de trois résidents de Saint-Thérèse qui changeraient justement leurs habitudes de déplacement. Eh bien, on aurait par exemple Marie qui habite dans la première zone. Donc, on se souvient, notre zone la plus proche de la rue, à 600 mètres autour de la rue commerciale. Et comme 20% de ses voisins, ben, Marie, elle va choisir le transport actif plutôt que la voiture lorsqu'elle va se rendre sur la rue Turgeon une à deux fois par semaine. Et puis, sur l'année, ben, justement, elle va économiser ainsi 78 allers-retours en voiture. On a Léna et sa famille qui habitent dans la zone 2, donc entre 600 et 1200 mètres autour de la rue commerciale. Et puis, comme 10% de ses voisins, elle va troquer sa voiture et puis elle va prendre le transport actif ou collectif pour ses allers-retours sur sa rue commerciale. Et puis enfin, Bernard qui réside dans la zone 3, donc la zone un peu plus éloignée, entre 1200 mètres et 5000 mètres de la rue. Et comme 5% de ses voisins, il va prendre son vélo ou le bus pour se rendre sur la rue. Eh bien, l'ensemble de tous ces kilomètres non réalisés en voiture, que ce soit dans les zones 1, 2 et 3, va représenter près de 50 tonnes de GES économisées. Puis il faut savoir qu'une tonne de CO2, ben, c'est 10 allers-retours Montréal-Toronto. Et puis en Sainte-Thérèse, en changeant des habitudes de mobilité et puis de consommation locale sous l'impulsion de la transformation d'une artère commerciale en rue conviviale, ben, c'est 500 allers-retours de potentiel GES épargnés annuellement. Donc, une rue aménagée qui impulse un transfert modal va encourager, oui, un changement d'habitude individuelle, mais c'est la somme de tous ces changements qui va avoir un impact vraiment plus collectif sur la réduction des GES. Donc, oui, on peut dire que ça change quand même quelque chose de troquer l'auto. Et puis, au-delà de créer ben, des conditions favorables et de générer des déplacements plus sobres, ben, les aménagements conviviaux contribuent aussi à stimuler l'économie locale. Donc, on a un environnement bâti, d'artères commerciales qui est plus viable et plus propice aux déplacements de proximité. Puis, sur la base du sondage qu'on a pu faire à Sainte-Thérèse avec la population, ben, il a apparu que, par exemple, sur la rue Turgeon, on a 48% des personnes qui utilisent un mode de transport actif dépense plus de 100 dollars, alors que c'est le cas de seulement 30% des automobilistes. Euh, on a d'autres études aussi menées à Toronto ou à Londres qui démontrent ce phénomène que justement les piétons peuvent aussi être une part de marché intéressante pour les commerces. Et puis, ben, pour réussir tout cela, ben, il est important d'accompagner les changements de comportement en faveur de modes de déplacement et de consommation plus durables. On le sait que les interventions sur les rues commerciales, elles peuvent être freinées par une réticence au changement assez importante de la part des propriétaires de commerce, alimentée aussi par des craintes, puis des idées préconçues sur des conflits d'usage et puis notamment ce qui concerne le stationnement. Mais pour répondre à ces enjeux, ben, il est justement essentiel d'inclure les différentes parties prenantes dès la conception d'un projet pour favoriser le dialogue, l'adhésion, puis faire preuve d'ouverture et puis adopter une posture qui va être axée sur les solutions et puis assurer une communication constante. Euh, et puis, on souhaitait mettre de l'avant justement l'exemple de Magog qui, dans le cadre de son projet de réaménagement de sa rue principale, a mis sur pied pendant la phase de conception un comité interne multidisciplinaire pour établir et puis maintenir le contact avec les gens d'affaires et puis apaiser un peu les inquiétudes vis-à-vis des travaux et puis de la baisse possible de l'achalandage autour de ça. Et puis, cette façon de faire, elle s'est traduite par l'adoption de mesures d'atténuation lors de la réalisation des travaux, par exemple des zones de livraison pour les commerces, euh, une navette vers le centre-ville, puis une campagne de publicité pour les commerces, de même que le déploiement d'une stratégie de communication tout au long du projet. Parlons justement ben, stratégie et outils de communication. Si on reprend notre exemple à Magog avec les travaux sur la rue commerciale, et ben, ou toute autre municipalité qui justement entreprendrait un réaménagement,
euh, le cadre de référence de transition en commun sur la démotorisation met justement en lumière que ces événements qui causent des changements dans les habitudes de déplacement constituent une occasion d'ancrer de nouveaux comportements plus durables. Donc, on peut se dire que justement la transformation d'une artère commerciale représente bien un tremplin pour adopter des comportements plus durables en mobilité et en consommation. Et puis pour promouvoir de nouvelles habitudes de mobilité et puis de consommation plus durables, les municipalités peuvent aussi avoir recours à différents outils et stratégies. On parle des campagnes de communication, de sensibilisation, à l'instar de celles qu'on a développées dans le cadre du projet, qui permettent non seulement de promouvoir le changement auprès d'un public visé, mais façonner aussi des nouvelles perspectives en utilisant des messages ciblés, des histoires inspirantes, des témoignages. Et puis l'exemple de cas concrets. Puis ces campagnes visent aussi à créer un changement durable en influençant positivement le changement. Mais on sait qu'il y a des réalités et puis des besoins en termes de mobilité qui varient d'un territoire à un autre. Puis au-delà qu'il soit important d'agir sur l'offre, il est tout aussi important d'agir et puis d'accompagner le processus de changement également. Euh, Aussi, on a d'autres outils et puis mesures comme les nudges ou encore les monnaies locales qui peuvent aussi répondre qui peuvent aussi favoriser des mobilités actives et la consommation locale. Et puis, on le met de l'avant dans notre publication. Et enfin, on a d'autres outils aussi qui transforment un peu la mobilité et puis qui émergent aussi pour changer les comportements et habitudes de déplacement. C'est le cas des zones à faible émission, ZFE, qui font partie d'un ensemble plus large des zones de circulation particulière. Lors de notre événement tenu au mois de mai dernier, on a eu qui réunissait des professionnels en aménagement, en environnement et en mobilité. On a eu la chance d'ouvrir avec une conférence de Florence Poliac, qui travaille à la chaire de recherche in situ, puis qui euh, mentionnait, qui nous a présenté justement une revue des expériences des zones à faible émission qui sont développées en Europe, et puis pour mieux comprendre un peu leurs objectifs et les modalités qui les entourent. Puis dans notre publication, on reprend un peu les grandes lignes de cette présentation, mais concrètement, une zone à faible émission, c'est quoi? La plupart, elles sont mises en œuvre en Europe, en Asie, puis elles le sont dans les parties centrales, avec pour grand objectif d'améliorer la qualité de l'air en limitant la circulation automobile. Bien que l'échelle d'une zone à faible émission, elle va différer de celle de la rue que nous, on explore dans notre projet local au carré, les apprentissages des interventions sont tout de même pertinents pour justement éclairer les pratiques. Et puis, euh, la rue n'est pas simplement aussi un espace de circulation, mais c'est avant tout aussi un écosystème assez complexe qui suppose aussi de pouvoir l'aborder comme une zone plutôt qu'un un corridor de passage. Et puis, dans ces cas-là, l'adaptabilité, pardon, doit être aussi au rendez-vous pour tenir compte de la diversité des contextes dans lesquels elle s'implantent. Par exemple, dans le contexte où une application a une rue commerciale, il existe encore trop peu d'informations sur l'incidence que ça pourrait avoir sur le commerce, le commerce. Dans nos publications, on met aussi de l'avant la zone à priorité piétonne de la ville de Montréal, dans le Vieux-Montréal, qui a été annoncée au début de l'été 2024, et puis qui s'inscrit dans une réflexion plus large de l'implantation d'une zone zéro émission inscrite au plan climat 2020-2030 afin d'atteindre les cibles de réduction de GES et puis de carboneutralité d'ici à 2050. Donc, toutes ces expériences, que ce soit au Québec ou à l'international, pour mesurer le potentiel environnemental de telles transformations, montrent justement l'importance de poursuivre la recherche, puis de construire un argumentaire fort aussi en faveur des rues, puis des zones à faible émission. Puis, si important de transformer les infrastructures, et puis de concevoir la rue comme un espace urbain résilient, mais tout aussi question de mobiliser, puis de changer les habitudes de la population pour réduire son empreinte carbone, puis l'un ne va pas aller sans l'autre, d'où l'importance de mettre en œuvre des stratégies multiples, puis des processus à la fois innovants pour réallouer l'espace urbain en faveur d'artères commerciales plus résilientes et sobres en carbone. Dans le cadre de notre projet, on tenait aussi à remercier nos partenaires qui se sont impliqués dans notre démarche, notamment la chaire de recherche internationale
sur les usages et les pratiques de la ville intelligente, la communauté métropolitaine de Montréal, rue principale, le Fonds Climat Grand Montréal, l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal et puis également Dunsky pour son implication dans notre méthodologie de GES développée. Et puis bien sûr, le financement qui a été accordé par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action Climat Québec. Et puis, ben, on tenait aussi à remercier le CRE régional de l'environnement de Montérégie pour l'invitation à ce webinaire, puis l'opportunité pour nous de présenter notre publication qui va être disponible dans la journée sur notre site rueconviviale.com qu'on va pouvoir vous partager dans le chat. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, Lisa. Je rappelle à tout le monde qu'on va faire une période de questions à la toute fin des deux présentations, là. Donc, si vous avez des questions pour Lisa, vous pourrez lui poser à la fin. Puis, vous pouvez aussi en inscrire dans le chat là, tout au long de la présentation sans problème. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre présentation qui va se pencher un peu plus sur le secteur scolaire. Donc, on va venir parler des rues écoles à Longueuil. Donc, en fait, on a un projet pilote de rue Longueuil qui vise de rue école. De rue école à Longueuil qui vise la fermeture de rues aux abords des écoles durant le début et la fin des classes afin de rendre le secteur un peu plus sécuritaire et convivial pour les élèves. Donc, c'est Sarah Desjardins qui est conseillère en développement social à la ville de Longueuil qui va venir nous présenter ce projet-là. Donc, Sarah détient plus de 20 ans d'expérience dans le milieu municipal et s'est spécialisée dans l'innovation sociale et le développement de projets participatifs. Donc, je vais laisser la parole à Sarah. Tu peux partager ton écran. Je te laisse la place. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Oui? OK, parfait. Donc, voilà, effectivement, là, depuis 1 an, on travaille sur les déploiements de rues, écoles, de quartiers là, à Longueuil. Donc, je vais vous présenter un peu comment c'est déroulé. Je vais juste voir comment est-ce que je fais pour... Ça tourne-tu? OK, attendez des secondes. OK, donc l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu la mise en place d'un projet de rue école de quartier. Donc, avant d'arriver effectivement à son déploiement, je voulais vous présenter un peu comment est-ce que toute la genèse, comment qu'on fait pour construire et déployer des rues écoles, parce qu'il y a quand même beaucoup de partenaires et beaucoup d'implications. Donc, je vais vous présenter une mise en contexte. Qu'est-ce qu'une rue école et qu'est-ce que nous avons ajouté à Longueuil? Parce qu'on sait qu'il y en a aussi à Montréal, il y en a dans d'autres villes. Le projet tel quel à Longueuil et les grandes étapes de réalisation, les résultats attendus et bien entendu la période de questions. Donc, la mise en contexte, donc, en 2017, on a fait des consultations citoyennes auprès de la politique familiale et on a découvert que les enjeux au niveau des familles à Longueuil, c'était les enjeux de sécurité, donc, dans les rues, au niveau des déplacements actifs. Beaucoup de parents nous disaient, on n'envoie pas nos enfants à l'école parce que les voitures vont trop vite, donc, c'était un frein, effectivement, au fait d'encourager les déplacements ou la mobilité active chez nos enfants et chez les familles. Donc, en 2017, on a créé un comité en déplacement actif qui reliait les partenaires concernés pour les déplacements actifs. Donc, ça veut dire que le RTL, le réseau de transport de Longueuil, ont des objectifs à atteindre, le service de police d'agglomération de Longueuil aussi, le centre de services scolaires Marie-Victorin et la ville. Donc, ce qu'on s'est fait on a fait des ateliers, en fait, des rencontres et on a mis en commun tous les mandats de chacun. Donc, ça veut dire qu'au lieu de travailler en silo, chacun de notre côté, on a décidé de tout mettre nos projets sur la table et de travailler tous ensemble là, sur les projets là, pour favoriser et en toute sécurité les déplacements actifs. Donc, création d'un comité en déplacement actif qui existe depuis 2017. En 2023-2024, on sait que la ville est en train d'élaborer un programme de sécurisation aux abords des écoles par la direction du génie. Et donc, l'adoption a été faite en septembre 2024, là, tout dernièrement, là, lors de la rentrée scolaire. Donc, au courant de ces années-là.
Juillet 2023, ben, on a décidé effectivement, dans le cadre du comité en déplacement actif, dans le cadre de l'élaboration en cours du programme de sécurisation aux abords des écoles, de déposer un projet qui s'appelait Rue École de quartier à la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie afin d'aller obtenir une subvention. Septembre 2023, ben, c'est la mise en place de la planification réunissant l'ensemble des partenaires concernés. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est le début là, d'une belle aventure au niveau partenariat. Là. Vous allez comprendre là, tout le travail qui a été fait parce que la ville à elle seule ne peut pas réaliser les rues écoles. Donc, qu'est-ce qu'une rue école? Donc, on a travaillé beaucoup avec le Centre écologie urbaine là, pour nous accompagner. Il y avait une expertise à l'intérieur de tout ça. Donc, une rue école désigne une rue située aux abords immédiats d'une école fermée à la circulation automobile pour une période de 15 à 90 minutes aux horaires d'arrivée et de départ des enfants. Donc, ça permet de contribuer à l'amélioration de la sécurité dans le quartier tout en encourageant la tranquillité, le jeu libre, les déplacements actifs et les interactions sociales entre les différents membres de la communauté scolaire et du voisinage. Donc, vous pourrez, je ne vous présenterai pas la vidéo, mais vous pourrez aller voir le vidéo que le Centre écologie urbaine ont réalisé. Nous, on le présente là, dans l'ensemble de nos directions là, quand on a présenté les rues écoles. Ce que je dirais, ce qu'il faut retenir dans cette définition-là, bien entendu, donc différents membres de la communauté et le voisinage, là, je peux vous dire que c'est une grosse, grosse partie du travail là, de convaincre, de changer les habitudes des voisins, des parents à l'école. Je vais vous en parler là, davantage tantôt. Donc, le projet à Longueuil, on voulait avoir une vision différente. On se fait dire souvent par les écoles, ben, trotibus, on part des trotibus, mais c'est toujours nous, en tant que direction d'école, qui doit aller recruter des parents, qui doit aller recruter des bénévoles. Donc, nous, on s'est dit, bon, on va essayer de faire ça différemment à Longueuil et d'essayer d'aller encourager la participation de nos aînés. Donc, on est municipalité Amis des aînés là, depuis 2013 et une des objectifs de municipalité Amis des aînés, c'est de favoriser le vieillissement actif. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire participer nos aînés. Donc, les citoyens et citoyennes de 50 ans et plus sont mis à contribution pour participer activement au projet, répondre à l'enjeu de recrutement de bénévoles et valoriser les déplacements actifs chez les aînés. Donc, comme vous voyez, là, c'est notre nouveau plan d'action. Donc, on voulait un peu enlever de pression sur les directions d'école et plutôt faire participer notre communauté aux rues écoles. Donc, une communauté forte et active, donc les quartiers ayant une forte présence d'organismes bien implantés seront traités prioritaires afin de discuter leur participation et leur division à l'information. Donc, ça, c'était un des critères pour aller choisir nos écoles pour débuter les deux projets pilotes. Et on a ajouté, donc on entend souvent parler rue-école plusieurs fois. Nous, on a décidé d'ajouter le mot quartier, donc ça s'appelle rue-école de quartier pour donner une importance à la vie de quartier et développer un sentiment d'appartenance des résidents et résidentes du quartier, incluant là, nos aînés à participer activement à cette démarche-là. Et aussi, on s'entend qu'éventuellement, ben, les écoles qui ont été identifiées, ben, ce sont aussi des écoles qui sont utilisées par nos camps de jour. Donc, si nos deux projets pilotes fonctionnent très, très bien, ben, on pourrait aussi un jour l'implanter lorsqu'il va y avoir la période estivale. Donc, c'était très important le mot quartier là, pour nous dans l'appellation. Piste argumentaire pour mobiliser les directions municipales et les partenaires. Donc, il y a j'ai travaillé plusieurs présentations PowerPoint là, à tout dépendant à qui je présentais le dossier parce qu'il faut aller chercher l'adhésion. Oui, on parlait des citoyens et citoyennes. Il faut aller chercher l'adhésion aussi de toute la communauté scolaire. Il faut aller chercher l'adhésion aussi de l'ensemble des directions municipales de la ville de Longueuil, du SPAL aussi. Donc, je ne vous ai pas présenté les diapositives qu'on a présentées à certaines directions municipales et à certains partenaires. Mais effectivement, depuis un an, avant de faire un déploiement de rue école, il faut aller faire des tournées dans les directions municipales, dans les services de police, dans la communauté scolaire. Donc, on a sorti des données sur la santé et la sécurité des jeunes en disant, ben, il y a combien de jeunes qui sont sédentaires, qui ne font pas assez d'activité physique, il y a combien de jeunes qui sont heurtés par des voitures. Donc, on a fait plusieurs diapositives. Là. Si jamais vous les voulez, ces diapositives-là, ça va me faire plaisir de vous les
transmettre. On a aussi sorti les données sur les interventions du service de police et les données sur les plaintes faites à la ville, effectivement, sur les enjeux de circulation autour des écoles surtout. Donc, quelques exemples, on est allé chercher les Statistiques Canada, le développement des enfants, pratique de l'activité physique et de loisirs. C'est quelques exemples, mais j'ai plusieurs diapositives là, à laquelle on a démontré des données assez inquiétantes pour, pour, pour y aller de l'avant avec les projets rue-école. Donc, les objectifs, donc, on a déterminé avec les partenaires, tantôt je vais présenter qui étaient les partenaires, qui sont encore nos partenaires. Donc, les objectifs en commun qu'on a décidé avec le comité en déplacement actif, c'est de développer une norme sociale axée sur le transport scolaire. Donc, effectivement, on veut aussi encourager les gens à adopter la marche et le vélo et peut-être même la trottinette pour les enfants pour se déplacer à l'école. On veut renforcer la sécurité aux abords des écoles pour encourager les déplacements actifs des enfants. Ça a été une des conditions, on l'entend des familles, là. Moi, je n'envoie pas mon enfant, c'est pas assez sécuritaire autour des écoles. On veut influencer les familles à opter pour le transport actif dans leur déplacement domicile-école. Donc, on va implanter des rues-écoles une fois, deux fois semaine, mais on voudrait que les autres journées, les familles puissent adopter le transport actif. On veut concéder les capacités des enfants à se déplacer activement et augmenter les connaissances du code de sécurité routière. Par exemple, où les enfants arrivent à vélo, roulent sur le trottoir, finalement, ils ont une intervention policière. Donc, on va en profiter effectivement pour augmenter les connaissances au niveau de la sécurité routière. Améliorer le mode de vie physiquement actif des jeunes, renforcer la cohésion sociale et favoriser les interactions entre les générations et le bon voisinage. Donc, autant des aînés, on nous dit, ben moi, j'aimerais ça que quelqu'un me surveille, prenne soin de moi, sorte ma poubelle. Donc, on veut effectivement améliorer, là, on veut encourager les deux générations, que ce soit les jeunes, les familles, les aînés, à faire de la bienveillance là, dans le quartier. Implanter, documenter, évaluer le déploiement du projet. Donc, tout au long du projet, depuis un an, on est en train de documenter et évaluer là, tout l'impact que ça va avoir, autant sur les partenaires que sur la communauté. Quelques limites et contraintes. Donc, dès le départ, avec le comité en déplacement actif, avec les partenaires, on s'est dit, bon, on va mettre sur la table, c'est quoi nos contraintes, hein? C'est quoi qu'on va se confronter? Donc, on se disait, bien, pour la communauté, qu'est-ce qui va être confrontant? Ça va être l'acceptabilité sociale et réaction au changement. C'est sûr, si on est habitué à venir en voiture à chaque matin, puis là, toujours le lendemain, la voiture n'est plus permise, on s'attend effectivement qu'il y ait des réactions. La discipline des parents aussi, ça a été un enjeu. Le recrutement des bénévoles et le filtrage des bénévoles là, dans toute cette sphère-là. Pour les organisations impliquées qui impliquent la ville, le centre de services scolaires, les services de police, il y avait les ressources humaines disponibles là, à ce moment-là pour réaliser. On sait qu'au courant de l'été, au niveau du centre de services scolaires, il y a plus de vacances à long terme. Ça venait un peu compliqué. Temps limité aussi, échéancier serré. Dans nos cultures organisationnelles, on a aussi certains impératifs. Si on veut donner un contrat, si on va procéder aux achats, des fois, il faut passer ça au conseil de ville, sommaire décisionnel. Donc, c'est un 2 mois, 2 mois d'échéancier là, qu'il faut prévoir là, dans la réalisation. La mobilisation de l'équipe école aussi, c'était pour le milieu scolaire une limite, une contrainte. Le calendrier scolaire et les vacances estivales, ça, on l'avait identifié dès le départ. Agenda chargé des directions et des équipes écoles et disponibilité des équipements, puisqu'on va avoir besoin de barrières de foule, de panneaux de signalisation. C'était nos limites des fois, puis il fallait travailler avec ces limites-là et ces contraintes-là. Le critère d'admissibilité, donc effectivement, on a eu à faire le choix des écoles. À Longueuil, on a près de 26 écoles qui ont 100% capacité de marcheurs. Donc, il fallait faire un choix. Fait qu'on s'est assis avec le comité en déplacement actif, puis ça a quand même été des bonnes séances de travail à déterminer qu'est-ce qui ferait, comment est-ce qu'on va sélectionner nos écoles. Il y a eu quand même près de 6 écoles qui ont manifesté l'intérêt pour participer au projet pilote et il fallait en choisir seulement 2. Donc, on voulait que ce soit 2 écoles primaires de Longueuil dans les 3 arrondissements, donc Saint-Hubert, Greenfield Park ou Vieux-Longueuil.
Un fort intérêt et une motivation de l'école et du milieu. Donc, c'est sûr que ça prenait, il faut que les directions d'école soient partie prenante. Bonne collaboration avec les organismes du milieu. École à forte proportion d'élèves marcheurs, donc absence de trajet d'autobus du réseau de transport de Longueuil sur la rue, donnant directement accès à l'école. Donc, si on avait une ligne d'autobus de RTL, ça baissait dans les points, dans le pointage. École située sur la rue locale à faible débit de circulation. École n'ayant pas ou peu d'entrées de stationnement achalandées. École située dans un quartier à fonction résidentielle prédominante. École ayant plus d'un accès pour transport accessible. Donc, effectivement, hein, même si c'est des 100% marcheurs, il peut y avoir des berlines ou il peut y avoir certains transports là, d'exception. École n'ayant pas de travaux majeurs prévus à l'automne 2024. Donc, du côté de la ville, du côté du centre de service scolaire, est-ce le gymnase allait être refait? Est-ce que nous, on allait refaire la rue en 2024? Donc, ça, c'était aussi là, un des critères d'admissibilité. Donc, voici les équipes de partenaires avec qui on a travaillé depuis le début. Donc, trois équipes importantes pour la réalisation des rues, écoles et de quartiers. Donc, les équipes porteurs, c'est vraiment ceux qui faisaient partie du comité en déplacement actif, puis à laquelle on a formé le comité là, rue, école, de quartier. Donc, la ville de Longueuil, donc, on était présent au niveau de la direction du génie. C'est tous eux qui ont travaillé les cadres d'intervention des rues. Quand on a sélectionné les écoles, le génie a mis nous ont accompagnés à bien choisir les écoles. La direction du loisir en tant que bureau de développement social, donc c'est mon équipe, service de police de la conversion de Longueuil et la direction des communications. Donc, on a le 6 Montérégie. Nous, on a 2 6 là, sur notre territoire, donc c'est quand même un enjeu. Parce que si on choisissait deux écoles dans le Vieux-Longueuil, ben, on perdait un joueur du 6. Fait que c'était quand même important là, de voir est-ce qu'il y a un équilibre là, entre les 2 6. Donc, Centre de services scolaires Marie-Victorin, on avait 3 représentants, donc une représentante du transport scolaire, communication et développement durable. Donc, quand même 3 ressources là, qui étaient disponibles à travailler les rues écoles. Et on a été aussi accompagné du Centre écologie urbaine à laquelle on a donné un contrat de service là, pour nous accompagner dans certaines étapes aussi. Voilà, donc ce sont les équipes là, porteurs là, qui ont travaillé depuis 1 an là, à la conception là, des rues écoles. On a bien entendu nos équipes collaborateurs qui sont là dans des comités ad hoc ou certaines étapes du projet. La ville de Longueuil est bien entendu, donc avec d'autres directions municipales, on a eu à travailler avec les travaux publics, on a eu à travailler avec le contentieux. Donc, les brigadiers scolaires qui vont nous aider à être des ambassadeurs des rues écoles, les directions d'école, les équipes écoles. Donc, ils sont dans la deuxième équipe, les directions d'école, les équipes d'école, parce ils ont beaucoup de pinces à la planche. Donc, on leur a dit, effectivement, venez à certaines étapes du projet. Les services de garde, le conseil d'établissement, les parents, les élèves de l'école et les organismes communautaires et les équipes, le soutien qu'on a besoin là, à quelques étapes précises, les travaux publics pour l'installation de la signalisation. Le SPAL, au niveau de la circulation, on a des policiers réseau là, à Longueuil. Donc, et le service d'incendie là, pour quand on va les fermer des rues là, pour les avertir. Le contentieux, ben, c'était de savoir si jamais il arrive un accident dans la rue, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est le centre de service scolaire? Donc, ils nous ont accompagnés là, pour quelques questionnements légaux dans ce projet-là. Et bien entendu, on est accompagné par le Centre écologie urbaine. Là, je l'avais déjà mentionné. Rapidement, les grandes étapes du projet, donc l'amorce de la mise en œuvre, donc on visite terrain pour l'identification des enjeux potentiels, déterminer le cadre d'intervention préliminaire, donc quelle rue on va fermer, quelle rue on va faire des détours, établir les stratégies de communication et de mobilisation. Donc, on a développé et formé les acteurs clés, les bénévoles, élaboré un plan de formation, rédaction d'un guide pour les bénévoles, former les membres du comité aussi sur le concept d'une récolte, comment est-ce qu'on opérationnalise une récolte. Mobilisation, ben, développer des outils pour l'animation et à remettre lors des séances d'information. Donc, nos séances d'information sont cette semaine. Donc, demain soir, on donne une séance d'information aux parents qui veulent s'impliquer dans les rues écoles. Et on a aussi là, parents citoyens, donc on a tout à travailler ça.
Coordination déploiement, ben, réaliser les rues écoles. Donc, on est en plein là-dedans. On a nos premières rues écoles la semaine prochaine à partir du 3 octobre. Donc, on veut réaliser les rues écoles, soutenir les interventions réalisées. Donc, on va être au début, nous, sur place, voir si qu'est-ce qu'on a à modifier, requérir les comptes rendus, les porteurs de projets. Donc, on va être en analyse là, à partir du 3 octobre jusqu'au 22 novembre et on va faire des bilans là, sur ce projet-là. Une démarche d'évaluation. Donc, on est en train de développer actuellement une méthodologie et les outils qui serviront à la collecte de données, observation, collecte, rentrée de données et analyse et rédaction. Vous voyez là, que depuis juin, on observe, avec le Centre écologie urbaine, on va faire des visites dans les écoles pour voir le avant, le pendant et le après là, des changements au niveau des déplacements actifs auprès de nos familles. Éléments techniques, donc ça, c'est, je vous ai présenté quelques questions à laquelle on s'est posé en tant que comité en déplacement actif. Donc, effectivement, est-ce que nous planifions la même formule dans les deux écoles ou il va y avoir des formules différentes dans chacune des écoles? À quel moment on va débuter les rues écoles? Septembre? Oups, septembre, il y a un rush au niveau de l'entrée scolaire. Peut-être que nos messages de changement social ne passeront pas en octobre. Donc, nous, on a choisi de commencer le 3 octobre. Sur combien de semaines? 3, 4, 5, 6, 8. Au début, les directions d'école pensaient que ça allait fonctionner l'hiver. Ils pensaient que c'était 5 jours semaine. Donc, on a déterminé que nous, ça serait 8 semaines là, jusqu'au 23 novembre. Les fermetures de rue auraient lieu le matin, le soir, aux deux moments. Donc, beaucoup de questions. Combien de jours par semaine les rues sont-elles fermées? Donc, voilà. Combien de temps dureront la fermeture? 15, 20, 40 minutes? Donc, c'est toutes des questions à lesquelles j'ai les réponses, qu'on a toutes décidées là, avant de dire, lors des fermetures de rue, est-ce qu'il y aurait de l'animation ou pas? Voilà, quel matériel sera nécessaire pour fermer les rues à la circulation? Donc, voilà le genre de questions. Ce qui est important, le point 9, de déterminer dès le départ quels sont les rôles et responsabilités de chacun des partenaires pour réaliser l'aspect technique et logistique du projet. La ville a des responsabilités, le centre de services scolaires a des responsabilités et c'est très important de déterminer dès le début. Donc, quand on parle de mobilisation auprès des parents, c'est le centre de services scolaires là, qui s'occupe d'aller envoyer les communications dans les écoles et tout. Nous, on s'occupe de nos citoyens, on a fait le porte-à-porte, on a distribué l'information aux citoyens qui allaient être touchés là, par la rue école. Donc, on a chacun nos responsabilités, puis c'est comme un orchestre de musique, là. Tout le monde fait ce qu'il y a à faire, puis c'est très, très important. Donc, les résultats attendus par la communauté au niveau qualitatif, ben, on veut un sentiment d'appartenance et de fierté dans le quartier. On veut que les gens soient fiers de ce projet-là. Une diminution du nombre de voitures dans le quartier. Donc, on veut que des habitudes se changent, le même au-delà des heures des rues écoles. Une amélioration du sentiment de sécurité aux abords des écoles, des apprentissages en lien avec le code de sécurité routière, une belle qualité de vie autour des écoles, des opportunités de projets intergénérationnels. Ça, c'est important. Au niveau quantitatif, qui est un peu plus mesurable, donc une augmentation du nombre de parents qui délaissent l'automobile au profit du transport actif, une réduction des conflits ou d'accidents dans la zone, une participation active des élèves dans la campagne de sensibilisation, une rue plus belle et artistique, donc vu que les élèves s'amusent et éventuellement la rendre, peut-être faire des dessins dans la rue, on va laisser les élèves là, nous inspirer. Une augmentation du nombre de kilomètres d'élèves et d'élèves. Donc, on veut que, bon, est-ce que s'ils marchaient un petit peu parce qu'ils arrivaient en voiture, est-ce que le nombre de kilomètres a augmenté au niveau des déplacements actifs et d'élèves qui se déplacent en transport actif? Une augmentation d'enfants qui deviennent de bons marcheurs au niveau des saines habitudes de vie et le développement de l'autonomie chez l'enfant aussi, que le parent soit maintenant capable de dire à son enfant, ben oui, tu peux aller à l'école à pied maintenant sans que j'aille te reconduire. Le projet, ben, bien entendu, on s'est inspiré et on est accompagné du Centre écologie urbaine qui ont déjà une expertise dans les rues écoles. Donc, vous pouvez aller voir leur site Internet qui changeait les règles du jeu. On s'est beaucoup inspiré de ces travaux-là. C'est important d'adapter le projet aux réalités de chacun milieu. On aurait pu dire, on fait comme Montréal, mais Longueuil, on est quand même dans un milieu très urbain. Donc, on a dû adapter certaines choses qui avaient été faites justement
ailleurs. Il a fallu adapter beaucoup le projet là, aux réalités de Longueuil. C'est pour ça là, qu'on a certaines choses. Voilà, fait que ça terminerait ma présentation. Et on commence les rues écoles à partir de jeudi prochain. Et on a hâte de voir là, l'impact, les résultats. En espérant. Jusqu'à date, on a fait beaucoup de rencontres avec les parents de l'école. On est allé porter des signets, des porte-à-porte au niveau des citoyens qui étaient touchés par les rues écoles. Jusqu'à date, on n'a pas eu de plainte, on n'a pas eu on nous a dit jusqu'à date que c'était toujours une bonne nouvelle, que c'était une bonne idée, qu'il y avait hâte que les rues écoles arrivent à leur école. Donc, on a hâte de voir, là, effectivement, quand ça va arriver réellement sur le terrain, l'acceptabilité, là, si les gens vont y adhérer, là. Alors voilà, c'était... Je vais juste vous partager quelques petites informations pour terminer. En fait, d'abord, je vais vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui, là, puis remercier toutes, en fait, nos deux intervenantes de la journée. J'en profite aussi pour vous dire que c'est un peu notre dernier webinaire du mois de la mobilité durable, mais que tous les webinaires qu'on a faits sont disponibles pour revisionnement sur notre chaîne YouTube. On vous annonce aussi que pour faire suite à la présentation de Sarah, on va avoir une marche exploratoire qui va avoir lieu au début du mois de novembre, donc le 1er novembre, pour voir si vraiment comment ça fonctionne une rue école à Longueuil. Donc, on va vous faire parvenir plus d'informations dans les prochaines semaines, tout ce qui est des inscriptions et tout. Puis aussi, on vous annonce en grande primeur que notre forum montérégien sur la mobilité active va revenir cette année et il va avoir lieu le 14 novembre à Saint-Constant. Donc, Lisa, un peu plus tôt, là, elle parlait de l'évaluation d'impact sur la santé. C'est d'ailleurs une des conférences qu'on va avoir durant cet événement. Puis, on va avoir vraiment plusieurs autres intervenants super intéressants. Donc, je vous invite à suivre le lien dans le chat qui vient d'être envoyé. Là, vous allez pouvoir vous inscrire dès maintenant à la billetterie. Puis la programmation complète devrait sortir plus tôt, bientôt, c'est-à-dire. Donc, je vous remercie encore une fois, puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tout le monde.